Alors, je dois, donc après cette introduction, vous remercier à nouveau, remercier les participants aux tables rondes et les intervenants qui vous seront présentés, bien entendu, au fil du programme. Je voudrais remercier aussi les représentants des associations professionnelles qui sont présents, soit dans le programme, soit dans la salle. L'Association des bibliothécaires de France, l'Association des directeurs et des personnels de direction des bibliothèques universitaires, l'Association des directeurs des bibliothèques départementales de Près, l'Association des directeurs des bibliothèques des grandes villes, l'Association des professionnels de la documentation, la DBS, l'Interassociation Archives Bibliothèques Documentation, l'Association des directeurs des centres régionaux de formation et aux carrières des bibliothèques, la Fédération interrégionale Livre et Lecture. J'en oublie certainement, qu'on veut bien me pardonner ces oublis. Il y a quelques changements de dernière minute dans le programme, donc je vous invite à les noter. Le premier de ces changements, c'est que pour la première table ronde, celle qui donc commencera à 11 h, après une brève pause que nous ferons vers 11 h moins le quart, Hugues Guénassia de Ferrand, directeur adjoint du service du livre et de la lecture au ministère de la Culture et de la Communication, n'a pas pu se rendre disponible en raison d'une réunion qui programmée en dernière minute, et donc il est remplacé par Valérie Gaille, qui est chef du département des ressources et de l'action territoriale au service du livre et de la lecture, qui est dans la salle, je l'ai vu tout à l'heure, mais qui va nous rejoindre. Jean-Paul Brett, maire de Villeurbanne, vice-président aussi de la métropole de Lyon, n'a pas pu se libérer en raison d'un changement dans son agenda de réunion. Vous imaginez ce qu'est l'agenda d'un maire de grande ville, et il vous prie de l'en excuser. Alors, pour représenter dans ce débat les employeurs territoriaux, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Lafont, qui est président de la FNADAC, la Fédération nationale des associations de directeurs des affaires culturelles. La deuxième table ronde au début d'après-midi, merci de noter que Alain Fayolle est en fait ici en qualité d'expert métier, formation continue et alternance auprès de l'AMU, l'Agence de mutualisation de l'enseignement supérieur. La troisième table ronde de cet après-midi, qui est un échange entre les élèves conservateurs d'État et les élèves territoriaux, qui a été intitulée par eux, je crois, entre formation initiale généraliste et recrutement sur profil de poste, quelle adéquation. Cet échange sera animé et modéré par Sylvie Cabral, qui est directrice des études de l'EBD, l'école des bibliothécaires documentalistes. Je dois vous prier également d'excuser plusieurs absents qui n'ont pu se libérer mais qui tiennent à s'associer à ces journées. Khaled Bouabdallah, président de l'Université de Lyon, Michel Cotier, vice-président de l'Université de Lyon et président de l'Université de Saint-Étienne, Georges Kepenekian, premier adjoint au maire de Lyon, adjoint à la culture, Sylviane Tarceau-Gillery, directrice générale de la Bibliothèque nationale de France, Christine Carrier, directrice de la BPI, Michel Rotterdam, directeur des affaires culturelles de la métropole de Lyon, Yannick Neuder, vice-président délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation à la région Auvergne-Rhône-Alpes, AURA, Françoise Moulin-Civil, directrice de l'Académie de Lyon, Véronique Robitaille, directrice générale adjointe du CNFPT, directrice de l'INET, mais l'INET est représentée par Dominique Lagrange, directeur adjoint, qui donc participera à la dernière table ronde, et enfin Ghislaine Chartron, directrice de l'INTD, qui n'a malheureusement pas pu venir au dernier moment. Enfin, je vous prie d'excuser l'absence de Marc-Olivier Baruch, président du conseil d'administration de l'ENSIB, qui devait être présent à mes côtés à la tribune ce matin, mais qui a dû rester à Paris en raison d'une contrainte familiale de toute dernière minute et impérative. Voilà, vous avez toutes et tous le programme en main avec les corrections que vous venez de faire. Laissez-moi vous en présenter l'ordonnancement. Si je me retrouve dans le classement de mes feuilles. Voilà, première table ronde, élus et tutelles. Alors, quand on parle d'élus, on parle bien entendu des élus et employeurs territoriaux. La fonction publique territoriale, Myriam Picot l'a rappelé très justement, est le premier employeur pour nos métiers. Mais on parle aussi bien entendu des élus universitaires. Car les universités et le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche est le principal débouché pour les conservateurs et les bibliothécaires d'État.
élu et tutelle. Alors la tutelle, évidemment, c'est le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi d'une façon très différente, puisque ce n'est plus exactement une tutelle pour la plupart des établissements territoriaux, le ministère de la Culture et de la Communication, qui reste la tutelle de la Bibliothèque nationale de France, de la Bibliothèque publique d'information, et qui, par ailleurs, donc, mène une politique nationale de la lecture et de soutien aux bibliothèques. Cette table ronde sera animée par Benoît Lecoq, qui présentera les intervenants. Benoît est inspecteur général des bibliothèques, et il est aussi président des jurys des concours de conservateurs d'État, et ils sont nombreux maintenant. Il y a le concours externe, le concours interne, le concours réservé pour les chartistes, l'examen professionnalisé réservé dans le cadre de la loi Sauvadet, et bientôt il y aura un concours pour les docteurs d'État. La deuxième table ronde qui est animée par Nathalie Clos, qui est directrice du service commun de documentation de l'Université d'Angers, mais aussi secrétaire ou coordinatrice de la commission formation de la DBU, permettra à des organismes de formation et aussi des collectifs professionnels de faire entendre leurs paroles. L'ADBS, l'AMU, l'ADCRFCB et le CNFPT et d'autres. Pour la troisième table ronde, je l'ai déjà évoqué il y a quelques instants, je remercie les élèves conservateurs d'État, les élèves territoriaux qui ont accepté de jouer le jeu, qui ont relevé le gant de la proposition que nous leur avons faite et qui l'ont fait avec enthousiasme. Je remercie vivement l'INET, le CNFPT, de sa complicité dans cette opération. Il est très important pour nous que la voix des élèves, la voix de ceux que nous formons, se fasse entendre. Mardi, où il fera beau, comme je l'ai dit tout à l'heure, Claude Patria, qui est professeur émérite de sciences politiques à l'Université de Bourgogne, et Isabelle Mathieu, ingénieure de recherche à l'ESP de Dijon, à deux voix plancheront pour nous sur l'articulation impossible, l'adjectif est de moi, entre les savoirs et les savoir-faire, la double dimension professionnelle telle que réussit ou ne réussit pas à l'appréhender l'université. La troisième table ronde de nos 2 jours est animée par Nathalie Marceroux-Ramel, qui est directrice des études et des stages à l'ENSIB depuis les débuts de l'année, qui anime la commission pédagogique de l'école et pilote le groupe de travail préparant une prochaine refonte de la formation des conservateurs, la formation qui mène au diplôme, le DCB, c'est pour ça que nous parlons de la refonte du DCB. Elle va interroger les établissements. Qu'est-ce qu'un directeur ou une directrice de bibliothèque municipale ou départementale? Qu'est-ce qu'un directeur de SCD, de service d'archives, de centre de documentation attend des nouveaux arrivants, de ceux qui entrent dans le métier? Nous aurons ensuite une conférence d'Anna Maria Tamaro, qui est présidente de la section théorie, bibliothèque économique et recherche à l'IFLA, qui est par ailleurs à l'Université de Parme, et qui va nous proposer une ouverture internationale. L'ENSIB est d'autant plus attachée à une telle ouverture qu'elle a une stratégie internationale résolue et qu'elle espère avoir qu'elle a de nombreux liens et une collaboration étroite avec de nombreuses écoles et instituts spécialisés dans le monde francophone. On peut citer l'EBAD à Dakar, l'EPSI à Montréal, l'Université Sangor, et au-delà du monde francophone, avec Urbana-Champaign dans l'Illinois, avec le Royaume-Uni ou l'Italie. La conférence sera donnée en anglais, mais avec une traduction simultanée et un résumé en français vous sera distribué. Alors, pour la conclusion, j'inviterai les directeurs des établissements nationaux de formation au métier des bibliothèques et de la documentation à me rejoindre pour échanger expériences et prospectives. Philippe Barba, qui est directeur de l'Institut national du patrimoine. Je vous rappelle que l'INP assure la formation post-concours de recrutement des conservateurs du patrimoine, État et territoriaux. Jean-Michel Legnaud, qui est directeur de l'École nationale des chartes. L'École nationale des chartes assure donc une formation que vous connaissez depuis une école prestigieuse et ancienne, la formation qui conduit au diplôme d'archiviste paléographe, lequel prépare soit au concours de l'INP, soit au concours de l'ENSIB, mais aussi à des voies de recherche. Dominique Lagrange, directeur adjoint de l'INET,
qui assure la formation des élèves conservateurs territoriaux. Sophie Gonzalez, présidente de l'ADCRFCB, donc portera la parole des centres de formation, des centres régionaux de formation au métier des bibliothèques dans la fonction publique d'État. Et Claire Dannecker, qui est présidente de l'association Réseau des Urfistes, assure, et lequel réseau assure donc des formations à l'information scientifique et technique pour les chercheurs et les doctorants. Alors, il manque dans cette dernière table ronde l'INTD, l'EBD, des IUT, mais elles sont présents dans la salle et pourront à tout moment s'exprimer. Je précise qu'il y aura des pauses, il y aura également des dispositions pour les déjeuners, mais ces dispositions vous seront expliquées tout à l'heure. Bon, il me revient en quelques 20 minutes d'introduire nos échanges. Je me garderai bien de vous infliger une conférence sur le sujet, encore moins de vous exposer une doctrine de l'ENSIB. Il n'y a pas de doctrine de l'ENSIB en matière de formation. Il y a la pratique de l'ENSIB, c'est tout à fait différent. Non, je vais profiter de cette entrée en matière, si vous le voulez bien, pour vous faire partager nos questionnements. Et ils sont nombreux. Étant bien entendu que nous n'avons pas nécessairement les réponses et que c'est précisément ce que nous attendons aujourd'hui et demain de la confrontation des idées et des expériences. Ce que nous recherchons, pour ne rien vous cacher, ce sont des points de convergence qui nous permettent d'avancer sur la voie d'une coopération que nous croyons profitable à tous. Et nous espérons que vous partagez cette conviction. Permettez-moi tout d'abord de dessiner à très grands traits le paysage. Je précise que je ne vais vous parler en détail que de ce que je connais le mieux, ou en tout cas le moins mal, les bibliothèques, un peu la documentation, et que vous pourrez adapter mes propos aussi aux archives et aux musées, le cas échéant. La question de l'adéquation des formations, donc la préparation au métier que nous faisons, est une préoccupation ancienne et constante, pour ne parler que des bibliothécaires. Songez aux différentes éditions du manuel professionnel de base, le métier de bibliothécaire, depuis l'édition de 1966. J'en parle en connaissance de cause, puisque j'ai dirigé la 12e édition en 2010 et sa mise à jour en 2013. Et je me souviens que le comité éditorial que nous avions constitué pour cette édition s'était, en toute amitié, déchiré sur à peu près tout, sur les compétences, les recrutements, les carrières, le positionnement politique et hiérarchique, les formations en particulier. Voilà, on a quand même réussi à faire le manuel, bien entendu. Je pourrais vous citer également le livre de Bertrand Calange, Bibliothécaire, quel métier, qui est plus ancien, mais qui est une lecture qui reste intéressante, hein, plus de 15 ans après. Je peux vous citer un rapport que j'utilise très souvent et beaucoup. Alors, si vous avez vos lunettes, vous voyez. Quels emplois dans les bibliothèques, état des lieux et perspectives. Mars 2013. Quelques chiffres, évidemment, seraient à mettre à jour, mais le rapport est en entier utilisable et il a été rédigé par Pierre Carbone. Entre autres, coordonné par Pierre Carbone. Voilà, pour l'Inspection générale des bibliothèques. Oh, je pourrais en citer d'autres. Ça, j'ai retrouvé ceci, par exemple. Conseil national d'orientation du CNFPT, groupe de réflexion sur les formations de l'ensemble des personnels des bibliothèques. Ça date de juin 2000. Le CNFPT s'est interrogé depuis très longtemps sur les formations. Il a même organisé des assises nationales il y a quelques années. Et puis, parce que l'ENSIB est une maison qui conserve bien ses archives, j'ai retrouvé ceci. Qu'est-ce qu'un conservateur de bibliothèque? C'est une brochure qui date de mars 1992, c'est-à-dire de la création de l'ENSIB. Et alors, cette question, qu'est-ce qu'un conservateur de bibliothèque, est suivie de 4 questions. Est-ce que c'est un innovateur? Première question. Est-ce que c'est un gestionnaire? Deuxième question. Est-ce que c'est un conservateur? Troisième question. Est-ce que c'est un communicateur? Voilà. Hein? Vous voyez, on se posait des questions qu'on se pose encore sous d'autres formes, évidemment. Et je ne cite pas, mais je pourrais le faire, le métier de documentaliste, hein, dont les nombreuses éditions, la dernière, je crois, de 2015, dirigée par notre ami et collègue Jean-Philippe Accard, font autorité. Sur ces 10 dernières années,
il me semble qu'il y a deux traits remarquables. Le premier, c'est que la révolution numérique nous oblige à repenser l'ensemble de la structure et des contenus des métiers et par ricochet des formations. Mais on peut penser que nous sommes dans un entre-deux. Les professionnels qui entrent aujourd'hui dans le métier, je parle des jeunes professionnels et qui arrivent de l'extérieur, parce qu'effectivement l'organisation des concours, la réglementation fait que nous avons aujourd'hui, effectivement, comme il n'y a plus de limite d'âge, des professionnels qui entrent dans le métier en milieu de parcours professionnel. Mais en tout cas, les jeunes professionnels qui entrent dans le métier sont des numériques natifs de plus en plus, et leur approche est beaucoup plus simple que la nôtre. C'est-à-dire que le numérique comme axe du métier est une évidence pour eux et pour elles, comme le numérique comme acquis et élément quotidien de la vie, axe de la vie intellectuelle et sociale est une évidence. Ça, c'est le premier trait remarquable pour moi. Le deuxième, c'est que nous assistons à une accélération des changements dans les services, les relations au public, l'organisation du travail, les modes de fonctionnement des organisations, la relation de la personne au travail. Bien évidemment, accélération très liée au numérique, on s'en doute. Accélérations qui sont plus ou moins bien prises en compte dans le développement de la formation, qu'il s'agisse de la formation initiale ou de la formation continue. Cette préoccupation n'est pas partagée par tous au même moment, mais elle nous est commune. Il s'agit d'une affaire une affaire de famille, si je puis dire, entre nous. Un grand bibliothécaire, Michel Melot, est revenu maintes fois sur ce qui rapprochait, à son sens, les métiers des bibliothèques, des archives, de la documentation, même aussi du patrimoine, et sur l'intérêt que nous avions à les aborder avec le même regard. Moi, aujourd'hui, pour ouvrir la réflexion, je voudrais interroger le rapport entre la démographie de nos métiers et la structure des formations. Et donc, j'ai puisé dans le rapport dirigé par Pierre, quels emplois dans les bibliothèques, et j'en ai retenu ceci. Dans la fonction publique d'État, les bibliothèques, c'est à peu près 6 000 emplois dans la filière, et on va jusqu'à peu près 10 000 emplois si on y agrège les personnes qui ne sont pas de la filière mais qui travaillent par exemple à la Bibliothèque nationale de France, à la Bibliothèque publique d'information, dans d'autres bibliothèques. Dans la fonction publique territoriale, Myriam Picot l'a dit tout à l'heure, on est autour de 30 à 35 000 emplois qualifiés, dont 3 000 cadres, à peu près un peu moins de 10% des agents qui travaillent dans le monde des bibliothèques à la fonction publique territoriale sont des cadres de catégorie A, et auxquels elle a tout à fait eu raison d'ajouter les très nombreux bénévoles. Il faudrait ajouter la fonction publique hospitalière et puis les bibliothécaires ou documentalistes qui travaillent dans le secteur parapublic ou privé. Si on ajoute les documentalistes, d'ailleurs, on ajoutera 3 ou 4 000 personnes, peut-être un petit peu plus. La DBS, Nathalie Berriot, qui est présidente de l'association, me corrigera si je me trompe, revendique entre 3 000 et 4 000 adhérents. Or, cette population réduite, qui donc nécessairement se renouvelle à proportion, par de petites cohortes, est confrontée à un paysage de formation qui est à la fois très morcelé, très peu lisible et très cloisonné. La première conséquence, c'est un manque de visibilité des futurs professionnels sur leur filière, sur les débouchés, sur les stratégies de formation, qui est un handicap certain, à mon sens, pour l'attractivité des métiers. Comparez, si vous le voulez, avec n'importe laquelle des filières d'ingénieurs. C'est facile à comprendre, un cursus d'ingénieur, c'est Bac plus 3. C'est une nébuleuse, les filières ingénieurs. Il y en a énormément, ce sont des centaines de milliers. Mais ce sont des filières techniques aisées à décrypter dans l'ensemble, avec des parcours qui sont relativement simples et homogènes d'un domaine à l'autre. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Or, nous sommes beaucoup moins nombreux. La seconde conséquence, c'est que si le paysage tient debout du point de vue administratif ou du point de vue de l'organisation des cursus, puisque nous formons, effectivement, des gens entrent dans le métier chaque année, il est si morcelé qu'il rend très difficile, voire impossible, une stratégie globale. Pour le dire plus simplement, plus crûment, comment construire une stratégie marketing de nos métiers, c'est-à-dire effectivement une stratégie de recherche dans les viviers
qui peuvent effectivement être ceux de nos métiers auprès des jeunes, en commençant par le bac, post-bac et licence, dans un tel paysage. Alors, le témoignage d'un CDI serait intéressant à ce sujet, mais quand je parle de rechercher dans les viviers, et justement Michel Marinet faisait allusion à la fin de sa présentation, il faudrait que nous élargissions nos filets, pour prendre une métaphore de pêche. Nous savons tous dans les bibliothèques la difficulté à recruter des profils qui ne soient pas des profils sciences humaines et sociales, ou encore plus étroitement des profils histoire, lettres et littérature. Nous cherchons des profils scientifiques, nous cherchons des profils techniques, nous cherchons des profils gestion, management, et nous avons du mal à les trouver, mais parce que peut-être nous ne sommes pas en mesure de proposer un discours clair, simple, évident sur nos métiers. Supposons que quelqu'un me demande, quelqu'un de l'étranger me demande comment ça fonctionne chez nous. Par exemple, supposons qu'une amie et collègue belge me le demande. Je dis belge, je choisis belge parce que je me suis fait expliquer lors d'un voyage en Belgique comment ça marchait en Belgique. Alors vous savez que le pays a la réputation d'être d'une grande complexité institutionnelle et administrative. Ben, la formation de bibliothécaire est d'une grande simplicité. Voilà. Chez nous, c'est tout le contraire. Nous sommes d'une clarté lumineuse du point de vue de nos institutions, mais du point de vue de nos formations, c'est autre chose. Alors je lui dirais par exemple qu'au niveau du premier cycle, post-bac, il y a les IUT, les DUT métiers de livre, les licences pro. Qu'il y a ensuite, eh bien, si on veut devenir documentaliste, l'INTD qui prépare un diplôme en 2 ans, qui est un très très bon effectivement, bagage, très bon outil pour pouvoir ensuite aller travailler dans le secteur de la documentation. Il y a l'école des bibliothécaires documentalistes que j'ai cité tout à l'heure, une école qui m'est chère aussi parce que c'est une école qui a été fondée par des bibliothécaires de la ville de Paris. Je suis moi-même issu de la ville de Paris, qui forme des bibliothécaires mais surtout des documentalistes aujourd'hui. Ensuite, il y a les concours de la fonction publique d'État, niveau C, niveau B, niveau A. Au niveau A, le concours de bibliothécaire avec une formation de 6 mois, ici à l'ENSIB. Le concours de conservateur avec une formation de 18 mois ici à l'ENSIB. Il y a l'école nationale des chartes, donc avec le diplôme d'archiviste paléographe, le concours d'entrée, le diplôme, et ensuite pour ceux qui ont le diplôme, le concours de l'Institut national du patrimoine, État ou territorial, le concours réservé de l'ENSIB. Il y a les concours de la fonction publique territoriale, le concours de bibliothécaire avec une liste d'aptitudes et un recrutement, mais pas de formation post-concours, le concours de conservateur avec donc une liste d'aptitudes et une formation post-concours de 18 mois, strictement homologue sur le papier avec celle de l'ENSIB, puisque le concours par ailleurs est également homologue. Il y a les masters. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais l'ENSIB propose 6 masters. Elle va proposer, donc, puisque les masters changent, elle va proposer 2 mentions de master avec au total 6 parcours. L'école des chartes a un master, les universités ont des masters. Il y a aussi les organismes qui préparent au concours. Naturellement les CRFCB, mais pas seulement. Je ne parle ici que du paysage de la formation initiale, car le paysage de la formation continue est bien aussi complexe. Dans ce paysage, quels défis se présentent à nous? Quand on les énumère, on s'aperçoit que ce sont souvent autant d'injonctions paradoxales, mais peu importe, on va essayer quand même de les énumérer. J'en ai personnellement relevé 9, mais pour en trouver d'autres, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas trop long. Le premier défi que je vois et que je souhaite vous faire partager, c'est celui de rendre nos métiers, bibliothèque, archives, documentation, là je parle encore une fois d'abord pour les bibliothèques, plus attractifs, pour assurer le renouvellement des professions, autant au niveau technique que stratégique. Nous ne devons pas croire, parce que nous sommes dedans, que nos métiers sont nécessairement attractifs pour les populations qui sortent du secondaire ou qui ont effectivement déjà un cursus de premier cycle. Deuxième défi, adapter les formations aux besoins des employeurs, publics, parapublics ou privés. Et que demandent les employeurs aujourd'hui? Mais j'anticipe sur ce qui va se débattre plus tard.
un haut niveau de compétence, sommes-nous en mesure de le fournir, une compréhension de l'environnement, autant dans le discours de Myriam Picaud que dans celui de Michel Marian, j'entends cette préoccupation essentielle, une capacité à dégager, définir une stratégie, à construire un projet, à mobiliser des équipes, c'est-à-dire des qualités qui vont bien entendu bien au-delà des compétences techniques. Troisième défi, adapter les formations et donc les profils de compétences aux besoins des usagers. Non pas d'une manière superficielle, parce que souvent on a l'impression que dire qu'il faut s'adapter aux usagers, c'est une sorte de mantra, mais en profondeur, ce qui suppose d'analyser les pratiques, les demandes, les besoins des usagers, de les comprendre, de les traduire en compétences nécessaires pour satisfaire ces besoins, de suivre les usagers, voire d'anticiper leurs pratiques, et aussi de les concilier, car, et ça c'est un trait qui n'est pas propre à notre monde, mais qui est un trait du monde contemporain, il n'y a pas un usager ni un usage, il y a beaucoup beaucoup d'usagers on peut l'espérer, mais beaucoup d'usages, et on a même l'impression parfois qu'il y a autant d'usages que d'usagers. Quatrième défi, favoriser la construction et la circulation de cultures professionnelles communes. Réussir l'articulation entre les spécificités des métiers et des filières. Et en écoutant Myriam Picaud, je songeais, puisqu'elle parlait effectivement en tant qu'élu territorial, des compétences qu'un élu territorial peut attendre effectivement d'un bibliothécaire travaillant dans un territoire en lecture publique, mais en fait le spectre est très large, de l'archive à la bibliothèque, du patrimoine, de la gestion du patrimoine aux fonctions de community manager, de la médiation numérique à la conservation, du knowledge management au data management, de l'action culturelle locale à la médiation de proximité. Nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas un métier, mais des métiers ou des facettes des métiers qui sont très nombreuses et qui se diversifient chaque jour un peu plus. Et il faut assurer non seulement une culture professionnelle commune, une articulation entre ces spécificités, mais une convergence de ces métiers. Par une voie qui peut être la voie privilégiée, celle qu'on choisit, celle qui en fait constitue l'axe de convergence. Ça peut être la médiation de la connaissance, qui est aujourd'hui un petit peu ce qui ressort quand on essaye d'analyser ce qui est commun à tous ces métiers, mais ça peut être aussi, j'espère, celle du service public. Le cinquième défi, générer, vous me pardonnerez le jargon, une dynamique de ces convergences pour construire des référentiels de compétences vraiment opératoires et des parcours lisibles. Les référentiels nationaux de compétences, il y en a beaucoup, et ce qu'on constate en les lisant, c'est qu'au lieu de converger, ils divergent. Il faut travailler effectivement à une convergence des référentiels. Sixième défi, former des très bons professionnels pour des employeurs prêts en retour à valoriser leurs compétences. C'est-à-dire faire valoir aux employeurs que les professionnels que l'on forme sont des professionnels qui méritent effectivement un niveau d'emploi, un niveau de traitement, un niveau de déroulement de carrière qui soit à la hauteur de ces compétences. Septième défi, un défi qui est un défi pour la fonction publique en général, la facilitation de la mobilité. La mobilité, elle est inscrite dans la loi, et tout le monde dit qu'un fonctionnaire territorial, un fonctionnaire d'État, un fonctionnaire hospitalier peut bouger. La réalité est beaucoup plus complexe. La mobilité n'est pas simple, elle n'est pas facile à faire. Et donc, pour faciliter la mobilité, il faut travailler sur des référentiels partagés, des cultures communes que j'ai rappelées, la capacité pour un agent à mobiliser ses acquis dans des milieux et des contextes différents, ce qui n'est pas possible justement sans des cultures communes, voire dans des contextes très éloignés. Enfin, il y a deux derniers défis sur lesquels je voudrais terminer en insistant un peu plus, car là je me suis contenté d'énumérer, je vous ai posé les questions, mais je pense que ces deux journées peuvent nous donner des pistes et des directions intéressantes pour relever ces deux derniers défis. Il y en a un qui a été déjà relevé par Michel Marian dans sa présentation, c'est l'articulation de la formation initiale et de la formation continue, ou de la formation qu'on appelle aujourd'hui formation tout au long de la vie. Peut-on se fixer l'ambition de créer demain une sorte de continuum de formation
permettant à chaque professionnel de maîtriser les évolutions de ses métiers et de ne pas perdre pied et au contraire d'être constamment au fil des évolutions de sa carrière, de sa mobilité éventuellement opérationnelle. Il est urgent de lancer un tel chantier. Nous faisons des métiers de service. Cela déjà nous impose effectivement de lancer ce chantier, mais nous sommes aussi des professionnels de la conservation, de la transmission du patrimoine, et le numérique nous impose de repenser toutes nos notions fondamentales sur ces questions-là. Alors il me semble que des chances nous sont offertes en ce moment même sur cette question et qu'il faut saisir ces chances. Il y a la loi, la loi de 2004, la loi de 2009, la loi du 6 mars 2014 sur la formation professionnelle qui permettent effectivement d'ouvrir des pistes de travail. Il y a le rapport Germinet, par exemple, François Germinet, un président de l'université, qui donc rédige un rapport sur la formation continue à l'université et qui montre que l'université peut avoir des ambitions très grandes et très fortes en formation, sur la question de la formation continue. Je dirais, sans vouloir trop anticiper sur ce qui se dira dans les tables rondes, que tout nous appelle à coopérer dans ce domaine, car la formation continue prendra de plus en plus le pas sur la formation initiale. C'est en tout cas la prédiction que j'ose faire. Enfin, le dernier défi, c'est le défi de la coopération. Coopérer, pour moi, ça n'est jamais une injonction. C'est un mode d'action, et c'est ainsi que nous devons le concevoir. Ce mode d'action, il permet de travailler plus efficacement, parce qu'on n'avance plus en aveugle, on n'avance plus chacun de son côté, dans son coin, on additionne ses forces et on s'ouvre à l'extérieur. Mais si ça n'est pas une injonction, il n'en reste pas moins que vouloir coopérer est une chose, coopérer efficacement et durablement en est une autre. Il faut donc, je crois, avancer modestement et patiemment. En échangeant pendant ces 2 jours, mais aussi via nos associations professionnelles, nos partenariats bilatéraux, multilatéraux, régionaux, nationaux, internationaux, nos publications, car nous publions, je gage que nous pourrons avancer à la bonne allure. En ce qui concerne l'ENSIB, à l'heure où nous lançons des réformes importantes, celle du DCB, plus tard de la FIB, où nous lançons une politique de partenariat renouvelée, très ambitieuse, où nous réaffirmons des ambitions qui sont formalisées à la fois, Michel Marian y a fait allusion, dans notre contrat avec l'État. Je rappelle que nous sommes un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et que nous nous inscrivons dans le contrat de l'État aujourd'hui, qui est le contrat de site avec l'Université de Lyon, dont nous sommes membres associés. Et dans notre projet d'établissement que nous avons baptisé ENSIB 2020, alors pour faire international, ENSIB 2020, nous considérons la coopération d'abord comme une chance. Une chance pour l'école, une chance pour ses partenaires, mais d'abord une chance pour tous les élèves et étudiants que nous formons. Car, et c'est le dernier défi, qui n'est pas dans la liste que j'ai énumérée, le vrai défi, le défi quotidien de tous ceux qui forment aujourd'hui, et il y a dans cette salle autant de gens qui forment que de gens qui sont formés, c'est effectivement de proposer et d'offrir la meilleure formation possible, la plus adéquate pour les gens qui vont entrer dans le métier et qui vont donc passer par les formations que nous leur dispensons. Voilà, c'était une ouverture, un apéritif pour vous donner envie d'écouter les tables rondes et de réagir à ce qui sera dit par les différents intervenants.